Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 6 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Dans le dernier épisode, on a parlé du coureur débutant, on en a fait la description, on a donné quelques trucs pour commencer à courir ou des avertissements, des erreurs à ne pas faire. Puis aujourd'hui, on s'en va dans le complet opposé en vous parlant du coureur compétitif. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, salut Coach Bill! Salut Coach Isa! T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis j'ai continué ma tentative de courir en short. On se rappelle qu'on est l'hiver. Et puis, là, à date, là, j'ai comme une limite psychologique. Là, j'ai sorti à moins 7. Moins 8 me fait peur. Mais moins 7, là, c'était ressenti moins 13. Puis pour vrai, j'étais bien. Mais c'était un peu débile, là. J'ai mes shorts, mais j'ai comme 3 couches en haut, là. J'ai une bonne base en mérino. J'ai un gros gilet. Je mets mon manteau de course par-dessus. Mais je t'avoue que là, faut que j'adapte, là. On dirait que je suis pas encore totalement adapté dans l'hiver, là. J'ai un peu chaud du haut. Fait que je finis que je dézippe mon manteau. Mais le monde qui me voit, c'est comme un peu bizarre, là. En short avec un manteau, puis ma tuque, mon buff, là, ouais, c'est un peu bizarre, là. Comme je te disais, en short avec tes mitaines. Oui, je gèle des mains. Astifie que je gèle les mains. Fait que ouais, j'ai mes grosses mitaines au clair, super chaudes, mais en short. Ouais. Toi, tu courais cette semaine? Pas encore, mais j'ai augmenté ma durée de marche. Je suis rendue à 5 km dans les côtes. Merci à mon amie Coco qui est venue marcher avec moi dans ces côtes près de chez elle. Puis je trouve ça le fun, tu sais, vu que justement je le documente, j'essaie de porter une attention particulière à qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est sûr, je vais pas me planter. Tu sais, je suis vraiment à l'écoute des signaux de mon corps, puis j'essaie d'en faire un peu plus à chaque fois. J'ai des sensations, jamais je tombe dans les grandes douleurs. Souvent, mon état se détériore un peu après ma marche, mais le lendemain, je me sens encore plus forte, encore plus solide. Fait que tant que j'atteins cette amélioration-là, je continue d'augmenter mon volume. Eh bien, sous peu, je vais aller tester les intervalles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je voulais juste remercier ceux qui nous font des commentaires, notamment Laurie, Valérie et Elsie qui nous ont fait des commentaires sur les épisodes sur Spotify directement. Puis j'en profite pour vous rappeler que oui, si vous voulez avoir la meilleure expérience audio, prenez-vous une bonne plateforme de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. On est disponible sur YouTube, mais dès que tu fermes ton cell, ça fonctionne plus. Fait que vraiment, là, la meilleure expérience, c'est d'aller sur une plateforme de podcast. Puis encore mieux de vous abonner parce que vous allez recevoir les notifications des nouveaux épisodes qui sortent à chaque mardi. Pour faire suite à l'épisode avec Pierre-Luc Lacasse et Colomb, qui est arrivé avec l'idée de questionner un ou une psychologue sur les troubles alimentaires. J'ai trouvé ça super intéressant comme idée. Donc, on est à la recherche d'un ou d'une psychologue ou autre intervenant qui intervient avec ce type de problématique pour enregistrer un épisode en lien avec ça. Fait que si vous connaissez quelqu'un ou si vous en êtes un, mais faites-nous signe. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet, le coureur compétitif. Quand est-ce qu'on devient un coureur compétitif? T'en es-tu un, Coach Bill? Je t'aurais dit non d'emblée, mais quand je lis la description qu'on a faite, je pense que je qualifie un peu, ouais. Ouais, hein? Ouais. Ben oui, je suis compétitif parce que j'aime ça, regarder mes temps, j'aime ça, regarder mes positions, puis ouais, ça me drive quand même un peu. Je me considère pas de haut niveau, c'est ça la nuance, par exemple. Tu sais, je suis loin d'être un coureur professionnel, très loin de là. Je suis très, très amateur. Je le fais parce que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'en compétition, j'ai un petit quelque chose, là. Ouais. Parce que, tu sais, le coureur compétitif, on va dire, c'est celui qui recherche la performance, qui va justement triper sur des courses, des événements officiels, des courses où on a un chrono, on peut se comparer aux autres ou, tu sais, se comparer à soi-même, c'est sûr, mais tu
Tu sais, me comparer à moi-même sur ma montre, hey, je me suis amélioré, c'est cool, mais de voir que, mettons, j'ai amélioré ma position sur le classement de quelques positions à travers du monde. Tu sais, c'est pas tant par rapport aux autres que par rapport à moi quand même que je le vis, mais c'est cool, là. Tu sais, je fais, right, j'ai monté dans le classement. Mais ça a une saveur différente pour moi de le faire dans un événement avec des gens que juste moi tout seul. Mon temps est meilleur. Ouais, je pense qu'on peut dire dès que tu vises un temps, par exemple, faire ton marathon en bas de tant de temps, ça devient compétitif. Que ça soit compétitif contre les autres ou envers soi-même. Oui, puis t'as raison. Dans le fond, le temps n'a pas tant de rapport, là. Tu sais, ça peut être faire mon marathon en bas de 6 heures. Ouais. C'est OK. Je suis compétitif parce que je suis attaché à ma performance, à mes chiffres, à qu'est-ce que ça va me donner. Ouais, t'as raison. Puis comment on le reconnaît, lui, à travers une foule? Toi, ça, c'est lui qui te clenche. Ouais. Même pendant l'échauffement, il part. C'est toi, ça. OK. J'allais dire, c'est quoi? Ça s'échauffe pas bien, un coureur compétitif? Ah non, il s'échauffe bien trop vite. OK, c'est ça, hein? Il s'échauffe plus vite qu'à ma vitesse de course. OK. C'est moi, ça aussi, qui s'échauffe trop vite, hein? Non, toi, tu t'échauffes pas. Oh! C'est ça le problème. Ben, tu ris, mais pour vrai, non, c'est vrai. Mais à culpa, c'est vrai. Non. Je lésine sur l'échauffement, mais dans un événement, je le fais. Oui, effectivement. Puis tu portes ta montre. On a même des preuves. Ouais. Ouais. Tu vas faire une course avant de faire une course. Ouais. Tout compte. Oui. Mais tu sais, que ce soit pour un 5 kilos ou... puis j'ai vu une sale différence, là, justement. Parce que partir, justement, à fond sur une ligne de départ, c'est pas échauffé. Hey, je l'ai mesuré, je l'ai vu, la différence. Mm-hmm. Mon cœur grimpe, puis il ne redescend jamais. Fait que ça fait une course qui est souffrante, puis assurément, je vais pas tirer le plein potentiel. Là. Versus d'aller faire un bon warm-up avant, puis que ce soit pour un 5 km ou que ce soit pour un marathon, pour vrai, je vois la différence. Là. Puis s'il y a de quoi, je pense... Ben non, les deux. J'allais dire, pour un 5, c'est ça. C'est qu'il va être pas mal moins souffrant, puis je vais aller chercher un peu plus. Sinon, de partir à côté sur le 5, c'est juste dégueulasse. Là. C'est plus court qu'un marathon. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est moins long, mais ça reste souffrant. Oui, ça reste souffrant. Puis pour un marathon, ben, d'avoir ou une longue distance, même un demi ou même à partir de 10-15, je dirais, ça fait une différence. Il y a comme un point tournant, je trouve, dans une course où, à un moment donné, tu pognes un point de fatigue, puis le reste de la course, t'as fini un peu plus en fatigue. C'est surtout si tu te donnes au max, mais la fin, il t'arrive drainé, là. C'est comme, OK, j'ai tout donné, mais il y a un point quelque part dans la course, oh, OK, ouais, là, je tombe en fatigue, le cœur commence à monter, tranquillement, tu sais, c'est pas nécessairement un gros spike, mais ton cœur monte, là, OK, là, j'accumule de la fatigue, mais quand je fais des bons échauffements, généralement, c'est que je vais retarder ce point-là beaucoup plus tard dans la course. Au lieu que ça arrive au kilomètre 3, tu sais, tabarouette, mon cœur est déjà haut, puis là, tu sais, la montée va peut-être être moins franche, mais je vais commencer quand même à augmenter ma fréquence cardiaque de façon linéaire plus tôt dans la course si je m'échauffe pas. Que si je fais un bon échauffement, où là, je le vois, là, ça reste bas, j'ai comme, c'est hot. Puis là, à un moment donné, vraiment, là, je sens un état de fatigue qui s'installe, physiquement, cardio, etc. Puis là, effectivement, je vois l'incidence cardio. Puis à la limite, tu peux choisir le moment où tu vas décider un petit peu augmenter l'intensité parce que tu sais qu'il te reste, je sais pas moi, le quart de ta course. Fait que tu vas pouvoir donner un petit peu plus pour t'assurer de donner 100%. Oui, c'est vrai. Plutôt que de le subir parce que tu t'es pas bien échauffé, puis là, ça a commencé graduellement. Tu peux pas en donner plus, tu es déjà dans le plus, là. Ton terme est choisi parfaitement, c'est subir au lieu de le choisir. Ouais, ça fait toute la différence. T'es en contrôle de ta course ou tu te fais contrôler par ta course. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu peux éviter ça avec un échauffement. Puis, tu sais, dans le fond, un coureur compétitif, il y a toute une différence aussi dans la préparation versus un coureur récréatif, par exemple. Parce que t'es aligné sur une compétition, une date que tu choisis pas. Tu choisis, là, mais semi. Tu sais, si, mettons, fait frais tes mouilles ce matin-là, ben, tu peux pas reporter au lendemain, c'est là que ça se passe. Fait qu'il faut que tu t'alignes ton calendrier par rapport à ton ou tes événements de l'année. Fait que c'est sûr que ça prend un plan qui est un peu plus établi que juste courir, faire n'importe quoi puis se présenter. Ça dépend toujours de ce que tu as envie de faire, mais tu sais, si tu veux maximiser ta performance lors d'un événement, mais c'est sûr que ça prend un entraînement qui est beaucoup plus structuré puis réfléchi. Mais en fait, les coureurs récréatifs
qui trippent sur les événements vont quand même très bien se préparer. Puis tu sais, d'être détaché du résultat, détaché du temps, de même pas se rappeler le temps qu'ils ont fait au demi-marathon. Moi, je les qualifie de coureurs récréatifs, mais ils vont être vraiment assidus quand même dans leur entraînement. Justement, mettons, tu disais, ils mouillent aujourd'hui, tu peux pas leur porter. Justement, j'en connais des personnes qui courent de façon récréative, mais ils ont quand même cette assiduité-là du coureur compétitif. Je sais pas si je le décrirais de même dans le fond. Ben, mon point de, mettons, il fait fret, c'était plus pour la journée de l'événement. Pour un entraînement, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que t'es récréatif, compétitif que tu sortiras pas parce qu'il pleut. Mon point, c'était plus, mettons, il mouille la journée de ton demi. Ben, il va mouiller la journée de ton demi, là. Ça sera pas demain, le demi, il est aujourd'hui, là. Ouais. Mais la personne qui court de façon récréative aussi, si elle veut faire son demi, qu'elle s'est inscrite parce que ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne, elle va y aller à appuyer. Sauf Josie, qui va aller faire son tapis. Son tapis. Ouais, ça, je lève mon chapeau, mais ça, c'est un autre degré de résilience mentale dont je serais pas capable. Mais ouais, fait qu'au final, le coureur compétitif a quand même un titre à défendre, je pense, hein? Ouais, parce que c'est vrai que t'es peut-être un peu plus regardé, puis on parlait du coureur débutant l'autre fois qu'on disait pas de Strava pendant 3 mois, mais coureur compétitif, là, souvent il y a des abonnés sur Strava. C'est ça. Il y a du monde qui sont surpris de ses efforts, puis qui le suivent, puis ça crée une petite pression, ça aussi, là. Ça serait intéressant quand même de trouver quelqu'un qui a fait du compétitif puis qui était rémunéré pour ça. Je serais vraiment curieuse de connaître. Ça doit être tout un monde différent, là. Oui, puis tu sais, comme tu dis, t'es rémunéré, puis il y a des sponsors là-dedans, fait que j'imagine qu'ils font pas totalement ce qu'ils veulent, puis qui, tu sais, même tout ce qui affiche qui est différent, là. Je pense à Mathieu Blanchard, qui est un coureur d'ultra. Moi, je regarde son Strava, tu sais, ça m'apparaît impossible que ce soit uniquement ses sorties sur Strava qui soit son entraînement. Ça veut dire qu'il fait un paquet d'entraînements qu'il ne publie pas, dans le fond, là. Fait que ce qu'on voit, tu sais, c'est un peu à la Instagram. OK, wow, il nous montre des performances, puis clairement, c'est bâti autour de... Il a créé une marque autour de Matt Blanchard, de voici les événements que je fais, voici. Fait que c'est sûr que de voir ça, faut se rappeler que c'est un pourcentage de ce qu'il fait vraiment, parce que c'est sûr que lui aussi, il se les tape, c'est sorti un peu plus plate, là. C'est pas juste des trips de débiles avec ses photos puis des grandes distances. Il y a aussi des entraînements, je vais dire, plus plates, plus structurés pour arriver à ça, finalement. Tu sais, oui, le plan structuré, puis le plan, il est pas juste au niveau de la course. Généralement, là, on va tomber aussi dans tout ce qui est nutrition, repos, sommeil qui va être important. Je reviens sur ton commentaire. C'est sûr que ça veut pas dire que le coureur récréatif ne va pas s'en soucier, mais je pense que pour le coureur compétitif, ça doit être beaucoup plus rigoureux, par exemple, pour atteindre ses objectifs. J'ai envie de parler d'athlète, parce que dans le fond, un athlète, coureur, justement, va être très assidu, va suivre son plan, va faire attention à son alimentation, son sommeil, mais va pas nécessairement le faire de façon compétitive, contrairement à un coureur non-athlète qui le fait un peu on and off, qui y va pour le plaisir. Fait que je pense qu'on pourrait parler plus de la catégorie athlète récréatif puis athlète compétitif, parce qu'on peut les retrouver les deux, je trouve. Ouais. Ah ouais, ça fait du sens. C'est vrai que quand t'es d'une démarche un mindset d'athlète, t'as raison, c'est différent. Puis nonobstant, t'es bon, t'es pas bon, c'est pas grave. C'est vraiment un mindset de OK, je suis en démarche d'améliorer quelque chose. Hein? Ouais. Puis t'alignes tout le reste autour de ça. Quand t'es dans ce mindset-là, justement, là, il y a tous les risques de, je vais dire, anxiété, frustration, quand ça marche pas à ton goût puis que les résultats sont pas au rendez-vous. Là. Puis peu importe le niveau. Là. Hey, ça fait 2 mois que je m'entraîne en débile, je fais attention à ce que je mange. Mon poids baisse pas, même si je m'entraîne en fou. Là, je sais, là, je mélange plein de concepts, c'est volontaire. Mais où il arrive une blessure, même tu dis, ah shit, j'ai fait tout ça, là, puis je me suis foulé à la cheville en sortant du char en pilant sur une plaque de glace. Là, moi, je fais tous ces sacrifices-là. Il vient un moment où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Là, tu cours plus, ça gosse, t'es blessé. Moi, ça, en tout cas, moi, ça, pour l'avoir vécu, là, si c'est des périodes difficiles, quand il y a un objectif clair en ligne de mire, puis que ta ligne, je ne vais pas dire toute ta vie, mais des grands pans de ta vie autour de ça, puis que tu peux pas le faire pour une niaiserie. Ah! C'est difficile, là.
Moi, ça vient me chercher creux, là. Parle-moi-en donc. Ouais, parle-nous-en donc. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu comme tu viens de décrire, là. C'est ça, tu sais, tu mets, tout tourne autour de ça, puis tout à coup, paf, ton rêve, entre guillemets, tombe à l'eau. Tu fais, OK, qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Quand tu te définis un peu par ça. J'allais dire, je suis qui? Totalement, ouais, mais c'est ça. Tu fais, OK, ouais, à partir de maintenant, je suis qui? Je fais quoi? C'est toute une gamme d'émotions, oui, effectivement. Puis tu vois, on a parlé en intro qu'on voulait parler à un psychologue au niveau des troubles alimentaires, mais je pense qu'un psychologue qui fait de la préparation sportive, ça serait super intéressant aussi, puis il y aurait des discussions vraiment riches à avoir. Oui. Puis aussi tout ce qui est la psychologie de la préparation, je pense que des athlètes, je pense que la différence entre deux bonnes athlètes pour la même compétition, pour un temps, pour une telle distance, je pense que la différence, ça va être le mental. Mm-mm. Je pense que entre les deux, s'il y en a un qui a passé une mauvaise nuit ou qui a appris une mauvaise nouvelle la veille, s'il n'est pas capable de faire le vide par rapport à ça, c'est lui qui a moins de chances de gagner, là. Je pense qu'il y a un gros travail mental de préparation à faire. 100% d'accord. Tout comme dans un événement, si tu es capable d'avoir des pensées positives, d'avoir des souvenirs positifs auxquels tu as accroché. Moi, je l'ai déjà vécu, ça, OK, ça va un petit peu moins bien, puis là, je me mets dans un peu comme, ouais, on en avait parlé dans l'épisode, je pense, un peu comme dans Happy Gilmore, là, son espèce de petit monde idéal où il imagine, là, tout est beau, mais d'avoir des pensées positives pendant ces moments-là, moi, j'ai vu des incidences physiques directes, là, de OK, c'est un petit peu moins exigeant, mentalement, c'est moins difficile, OK, cool, j'ai réussi à baisser un petit peu mon cœur, puis là, ben, c'est un cercle vertueux, qui est l'inverse du cercle vicieux de OK, je vois sur ma montre que ça me calme ça, parfait, ça fonctionne, je peux continuer, puis ça m'aide de plus en plus. J'en avais déjà parlé, je pense, mais je l'ai jamais dit dans un épisode. C'est tout autre domaine pour la préparation à mon accouchement, dans l'optique d'accoucher naturellement, mais pour tolérer des niveaux de douleur très intenses, pour se pratiquer. Il y avait des exercices dans le livre, puis il y en avait un avec de la glace où je devais avoir de la glace dans mes mains durant 30 secondes, 1 minute 30, puis essayer de calmer ma respiration, calmer mon mental pour ne pas paniquer. Il n'y a pas de danger à avoir de la glace dans ses mains pendant 1 minute 30, mais ça fait mal. Mm-hmm. T'as envie de la lâcher parce que c'est douloureux, sauf une contraction, t'as pas le choix de l'endurer jusqu'à la fin. Mais le fait d'avoir pratiqué la respiration, d'endurer une sensation physique pendant longtemps, puis ne pas paniquer, ça évite justement de tomber dans une spin. Fait que toi, tu parlais de cercle vertueux, mais pour éviter de tomber dans le cercle vicieux de « Ah, ça fait mal. Ah, je panique. Ah, ma fréquence cardiaque augmente. Ah, j'ai l'impression que ça fait encore plus mal. » Puis d'avoir envie d'abandonner. C'est un peu la même chose dans un événement où ce que tu peux avoir une mauvaise passe qui est temporaire. Peut-être que ça va durer 45 secondes, mais de pas l'échapper, puis que ça te garde dans cet état-là pendant plusieurs kilomètres, par exemple. Fait qu'apprendre à vivre dans la douleur puis pas t'enfoncer. Là. Exact. Le fait d'avoir eu des enfants m'aide dans mes événements de course, tu savais? Ouais. Fou, hein? Quelque chose que je pourrais jamais faire. Ben, avoir des enfants, oui, mais pas gérer cette douleur. Il y a d'autres douleurs qui arrivent des fois, puis tu peux faire les parallèles avec la course. On avait parlé avec Pat Godin. La course, c'est la meilleure analogie avec la vie, je trouve. Là. C'est vrai. Hein? Puis tu sais, des fois, c'est juste de casser aussi le continuum de la douleur pour juste marquer un temps, marquer un moment. Fait que si on n'est pas capable de le faire avec nos pensées, ça peut être de le faire de façon physique. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait le marathon tout seul, où là, justement, j'avais personne avec qui parler, puis fallait que je me gère tout seul là, dans ma tête. Puis à un moment donné, il est arrivé un point où j'avais l'impression que les mollets me fendent en deux. Là. Je dis, hey, là, ça va pas bien, j'ai peur. Là, j'étais tombé dans la crainte qui crampe puis que tout arrête. Ça faisait mal. Je commençais à avoir de la difficulté à gérer cette douleur-là. Puis, j'ai décidé de marcher. J'ai marché un 500 mètres. OK, je marche. Puis, je me suis permis de marcher puis que ce soit encore un marathon complet. Là. Que ce soit pas, que j'avais pas brisé finalement mon événement. Fait que déjà là, OK, je l'ai fait, puis je l'ai fait de façon positive. Je me suis mis à marcher. Je marchais quand même rapidement. Tu sais, je restais en action. Fait que je bougeais. Je m'en allais quand même vers mon objectif. Je me suis pas effondré de je m'assis, je suis plus capable, je vais mourir. Fait que je marchais. Puis quand je suis arrivé au prochain aid station, il y a un monsieur qui m'a encouragé avec mon nom, parce que nos noms sont sur nos dossards. Puis Let's go, Billy, you got this. Fait que
OK, ouais, c'est mon call, je repars. Fait que ce 500 mètres-là de marche, plus l'encouragement du bénévole qui était là, je suis reparti, puis j'étais capable de le finir, puis ça avait tout juste apaisé. Je vais dire mes mollets, mais ma tête, là. Tu sais, ça a juste donné le petit lousse à ma tête pour repartir. Puis, OK, t'es capable de le toffer jusqu'à la fin. Puis avant de passer à un autre type de coureur, qui sera le coureur zen, le gap entre être un coureur zen puis un coureur compétitif, il y a tout un monde de mentalité puis de psychologie. Le jour où tu te dis « Ah, je pense que je pourrais faire X temps pour tant de kilomètres », on dirait que c'est difficile de s'autoriser, de croire en soi, tu sais, dire OK, je vais faire je vais faire mon 5 km en bas de 30 minutes. Là, tu sais que la dernière fois, tu l'as fait en 32. Puis là, tu sais que c'est quand même pas mal de réduire de 2 minutes pour ton 5 km. De choisir de faire le saut, même pour soi-même, même si tu le dis à personne, tu veux pas être déçu, puis tu veux pas faire « Ah, fuck, je l'ai fait en 31. Je suis pas un coureur compétitif, mais t'étais dans le mindset coureur compétitif. Fait que là, tu peux tomber dans l'ego puis te dire, ah, moi, je suis pas faite pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui court pour le plaisir, puis tant pis pour les temps. Mais ça reste que t'as la petite étincelle de dire, ah, j'aimerais ça battre mon record personnel, parce qu'on va se le dire, c'est pas un record de faire son 5 km en 30 minutes, mais pour toi, ça peut l'être. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Mais moi, c'est ça. Il y a tout un monde entre être coureur pour le plaisir puis coureur compétitif. Mais ça peut être le fun d'aller jouer là-dedans, je trouve. Mais hein, que c'est le fun. Puis, tu sais, t'amènes un concept. Tous les temps puis les distances, là, pour vrai, c'est n'importe quoi. Là, c'est des concepts. Tu sais, mettons, de passer, tu dis, OK, je vais le faire en bas de 30 minutes. Mais la seconde là, de 30 minutes 01, puis la seconde vers 29 minutes 59, c'est la même seconde, là. Oui. Mais changer ce chiffre-là, c'est quelque chose. C'est comme, hey, je suis dans le 20 minutes, justement, là. Mais on s'accroche, en tout cas. Bon, OK, je retombe dans le coureur compétitif. Le coureur compétitif, je pense, c'est celui qui va être grisé un peu par ça, puis, hey, j'ai battu quelque chose. Moi-même, d'une manière ou d'une autre, mais j'ai battu quelque chose. Effectivement. Fait que le coureur zen, On est à l'autre pour bout le du spectre. plaisir, qui va sortir juste pour aller courir, pour aller jouer dehors, qui partira pas sa montre, qui en aura même pas de montre. T'es-tu devenu anxieux? Quoi? Un peu, oui. Non, mais tu m'as confié quelque chose cette semaine. Tu veux-tu en parler? Ben, je me suis posé la question pour 2025, dire, est-ce que je change, mais complètement mon mindset par rapport à la course? En fait, j'avais mon objectif annuel de kilométrage que j'ai réussi. L'année passée, j'avais le même objectif, puis je vais dire, manqué par 8 kilomètres parce que j'avais une douleur au genou. Puis je me suis dit, ça serait vraiment un cave d'aller faire 8 kilomètres sur une blessure juste pour un chiffre sur Strava qu'il y a juste moi qui regarde. Fait que puis j'étais fier de moi. J'étais vraiment fier de pas le faire, ce 8 km-là. J'ai même passé par, je vais-tu le marcher en me mettant en mode course, puis je suis comme, ben non, je me tricherais, puis j'y croirais pas, puis finalement, je le fais pour moi. Je ferais pas ça. Fait que j'étais vraiment content d'être capable de briser cette barrière-là de justement, tu sais, je parlais des secondes tantôt, puis des chiffres, là, mais pour moi, ça a été une étape quand même importante l'année passée de ne pas remplir mon objectif annuel. Cette année, je l'ai réussi, mais juste, parce que les 2 derniers mois de l'année, aléas de la vie ont fait que j'ai couru un peu moins que mes objectifs mensuels généraux, mais j'étais content. J'ai fait mon objectif annuel, il est fait. Puis cette année, j'ai vraiment pas l'intention d'en faire plus ou de me mettre un objectif plus élevé. Fait que je suis dans une orientation vraiment différente. Je veux assurément courir beaucoup. Je veux assurément continuer à courir beaucoup, mais je sais pas encore comment je vais orchestrer ça puis comment je vais mettre des chiffres. Tu sais, le kilométrage par semaine ou par mois que je me mets, c'est un driver de ah ouais, ça m'aide à ma discipline, tu sais, ça m'aide à sortir, à pas l'échapper puis tomber dans l'oisivité. Mais j'y ai pensé à enlever ma montre. Tu sais, je mets pas de ouais. Tu sais, hey, je mets pas de montre puis je cours. Juste courir. Mm-hmm. Puis je suis pas encore convaincu que je l'essayerai pas. Mais c'est ça. Disons que c'est une démarche. C'est un premier pas. Mais mettons que c'était encadré où ce que tu dis, OK, une sortie par semaine, je mets ma montre pour quand même avoir certaines informations, mais que le reste du temps, c'est fait pour le plaisir. Ça pourrait être aussi une façon de faire, là. Ou une fois par 2 semaines.
Ouais. Ouais, ça pourrait. Puis en même temps, c'est sûr que quand j'ai eu mes premières montres, puis même avec le temps, j'ai toujours... Je pense qu'à chaque montre que j'ai eue, était vraiment toujours une bonne coche au-dessus qui me donnait plus de métriques. Puis étant un triple de chiffres puis d'analytique, j'aimais ça, voir ça, c'était cool. Mais je me rends compte qu'avec le temps, je fais pas grand-chose avec ces chiffres-là, à part, oui, j'y regarde, mais de plus en plus, avec l'expérience, mes sensations sont relativement bonnes. Là. C'est bien rare que je me sens d'une manière que je regarde ma montre, et elle me dit pas la bonne affaire. Puis quand ça fait ça, généralement, c'est parce qu'il y a de l'eau en dessous du capteur ou il est pas bien placé puis les lectures sont pas bonnes. C'est vraiment rare que mon feeling est pas représenté sur ma montre de façon assez équivalente. Là. Puis qu'est-ce que ça t'apporterait, mettons, de ne plus avoir ces métriques-là? C'est quoi tu vas aller rechercher? C'est une bonne question. Je pense que ça pourrait m'enlever une certaine frustration des sorties qui sont pas à mon goût. Que je me sens, mettons, voyons, je t'ai soufflé, ça va pas bien, etc. Puis qu'en plus, là, je vais le confirmer sur ma montre. Ouais, t'étais ben trop haut, ton cœur était trop haut, t'étais trop vite, ça marchait pas. Fait que c'est comme si ça venait officialiser que c'était pas une bonne sortie. Mm-hmm. Alors que si je restais juste dans le feeling, je serais comme, ouais, non, c'est tough, puis ça me gênerait probablement moins de ralentir, lever le pied ou modifier la manière dont je le fais si je sais que c'est pas traqué. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Ça serait comme un petit peu l'inverse de ce qu'on recommande pour les débutants, où ce qu'on dit, prenez des notes, essayez de noter justement qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course-là, comment tu t'es senti. Là, l'objectif, c'est d'aller la courir, puis après ça, un peu l'oublier pour la prochaine. Ouais. Que ce soit une nouvelle, puis que t'aies pas à t'ajuster à la course précédente, puis à intervenir sur ce que tu fais dans ta sortie en fonction de la dernière. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que on le voit là, avec l'expérience, puis ça prend quand même une bonne. Je veux pas mettre de nombre de mois ou d'années, là, mais je trouve que ça prend du temps. Puis au début, je suis d'accord avec toi, là, pour un débutant, d'avoir beaucoup de notes, puis d'avoir une référence peut-être un peu plus objective, comme ça, une mesure. Combien de coureurs qu'on a vu? Ah non, c'était easy. Regarde, c'était en zone 4-5 tout le long. Là. Ton cœur est à côté. Là. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que c'est facile. Là. Ou du moins, juste à faire de l'éducation, c'est pas ça une course facile. Ouais, peut-être que tu penses que c'est ça, c'est pas ça. Il y a moyen que ce soit beaucoup plus léger, beaucoup plus easy. Puis, mais c'est ça. Il y a des modifications à faire au niveau vitesse, patron, efficacité, peu importe. Mais quand t'as une bonne expérience de course, puis tu te connais bien comme coureur, mais si tu es honnête envers toi-même, tu peux le faire sans artifice, sans gadget là, qui te le dit. Étonnamment, je serais pas rendu là. J'ai comme adhéré à la montre, ouais. On dirait que je suis consciente de ma perception d'effort. Souvent, ça fit avec quand je regarde ma montre. Mais il y a des fois où, mettons, j'en arrache, là. J'étais essoufflé, puis c'est... Je suis comme, OK, tu sais, je me donne pas mal, puis je regarde ma montre, puis pas tant que ça. Tu sais, je vais moins vite que ce que je m'attendais. Mm-hmm. Mais j'avoue que ça me joue dans la tête, puis c'est probablement plus nocif que positif. Mais en même temps, ça me permet de me dire, OK, j'ai peut-être besoin d'un petit peu de repos. Là. Ça vient me forcer à lever le pied, justement. Mais déjà, tu sais, ma relation est quand même différente avec ma montre depuis assez longtemps où je la regarde beaucoup moins. Au début, c'était débile, là. Tu sais, je la regardais, puis un peu ce que tu décris, ça m'arrivait de dire, ah ouais, je roule, puis là, ah ouais, non, je suis pas si vite que ça. Fait que ce que ça générait, OK, ça veut dire que je peux pousser encore. Je poussais, je m'époumonnais, je me brûlais, puis c'est clairement pas la sortie dont j'avais besoin à ce moment-là. Fait que ça a pris du temps, puis à un moment donné, je m'en suis, je vais dire, détaché. Toujours très bien attaché à mon poignet, mais j'ai arrêté de la regarder là, à toutes les 30 secondes. Est-ce correct? Est-ce correct? Ou mettons, mon cœur est haut, puis là, je regardais justement aux 10 secondes. Il baisse-tu? Je me génère du stress à checker comment je peux me reposer puis baisser mon cœur. Ça marche pas, là. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Fait que depuis un bon bout de temps, justement, quand j'ai envie de la regarder, je vais aller regarder mes statistiques post-course, mais pendant de moins en moins. Par contre, quand je faisais du coaching actif avec du groupe, mon Dieu que c'était pratique ça, par exemple. Ça, c'était un outil phénoménal, ma montre, justement, pour avoir des mesures, guider des gens, puis, tu sais, là, parce que c'est pas juste mon feeling qui comptait, c'est celui des gens des autres du groupe, là. Mais tu regardais la montre des gens ou la tienne? Ah, même la mienne. Mettons, je vais te faire courir de l'intervalle, puis je veux dicter une vitesse, là. Ben là, je vais utiliser ma montre.
Pour savoir à quelle vitesse on court. Quelle vitesse on va, mettons, par exemple. Ouais. Pas tant au niveau du cardio, là, mais tout le reste. Là. La distance qu'on a faite, on va courir pendant tant de temps, rentrer les intervalles sur ma montre avec soit du temps ou des distances. Ça, c'est un outil phénoménal. Ouais. Pour revenir aux coureurs zen, je trouve ça extraordinaire parce que l'objectif de la course comparé aux coureurs compétitifs, la sortie, ça va être pour prendre du temps pour soi, pour aller décrocher, déconnecter, se reposer, se relaxer au niveau mental, parce que quand t'as vécu du stress tout au long de ta journée, faut que tu élimines ça, ce cortisol-là, d'aller courir va venir créer une détente incroyable, tandis que le coureur compétitif, ça va être, bon, mais faut que j'aille courir, j'ai une sortie de course au programme, puis c'est du travail, là. C'est pas pour aller juste passer un bon moment, là. C'est un petit peu aussi les coureurs qui font du trail, c'est ce que j'ai envie d'explorer aussi, c'est ça qu'on entend, on court dans la nature, c'est course-marche, parce qu'il y a des moments où c'est difficile de courir, t'es très concentré sur le terrain parce qu'il y a des racines, des trous, des feuilles, il y a une présence, il y a un accès à l'instant présent qui semble incroyable, puis j'aimerais vraiment ça l'explorer. C'est sûr qu'il y a moyen d'être compétitif dans les courses de trail. Ce serait ce que je pense qui identifie le coureur zen, qui court pour le plaisir. Moi, je me questionne quelqu'un qui est vraiment, vraiment là-dedans. Puis tu sais, je me définis comme un coureur qui a du fun puis qui le fait pour le plaisir, mais pas que pour ça. Mais dans ce que tu décris, c'est ça, tu sais, le coureur compétitif va souvent travailler avec la discipline, mais qu'est-ce qui fait qu'un coureur zen comme ça sort de façon régulière puis va courir, sais-tu? Ben vois-tu, je te mettais dans ce lot-là. Ah ouais? Ouais, parce que t'as l'opportunité de courir avec plusieurs types de coureurs qui courent à des vitesses différentes parce que t'as une capacité de courir plutôt vite. Fait que quand t'accompagnes quelqu'un pour le plaisir, tes fréquences cardiaques sont tellement basses, c'est comme si t'allais prendre une marche, c'est comme si t'allais te détendre. Puis le fait de pouvoir faire ça augmente ton volume, t'augmente ta capacité cardiovasculaire, ton endurance, mais ça t'amène dans un état psychologique zen, dans un plaisir. C'était quoi ta question? Qu'est-ce qui fait qu'un coureur zen va sortie après sortie? Qu'est-ce qui l'amène à sortir finalement s'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas tant d'objectifs? Pourquoi il sort puis il ressort? Ben c'est ça. Pourquoi toi tu sors puis tu ressors de même? Parce que là, t'as fait ta sortie à toi, puis tu vas être prêt à ressortir avec moi pour un 10 km puis ça sera pas lourd. Pourquoi, tu sais? Parce que c'est le fun. OK, c'est ça. C'est pour le plaisir. Mais oui, c'est pour le... T'as raison. Tu joues dehors. Je joue dehors. Je vais jouer dehors. Ouais. Hey, ouais, j'étais un coureur pour le plaisir. Yeah. Mais vraiment, mais vraiment. Puis c'est vrai, j'y pense, tu sais, mon plan est tellement mou, là. Puis à part, je l'ai nommé en début d'épisode, tu sais, oui, je vais me mettre des objectifs de temps par semaine ou par mois, mais j'ai pas de plan, là. Hey, ça me tente d'aller courir à midi, je vais. Mais ça me tente souvent. Fait que c'est peut-être ça. C'est une chance, c'est-tu parce que j'ai trouvé une essence là-dedans? Mais ouais, en fait, ma question, c'était un peu ça. Je me demandais comment quelqu'un peut trouver du fun à aller courir si souvent de même. Hey, j'y vais à midi. Ouais, je vais retourner à soir. Mais je le fais. T'as raison. J'aurais pu juste me poser la question. Mais c'est un peu au même titre qu'aller prendre une marche. Il y en a qui vont marcher à tous les jours parce que c'est bon, ça fait du bien de prendre de l'air, de prendre du soleil, puis de bouger de façon régulière. Là. À un moment donné, quand ça fait 3 ans, 4 ans que tu vas dehors à tous les jours, pratiquement, puis tout à coup, tu peux plus. Je parle en connaissance de cause. Ça fait un bon 3 mois que c'est difficile de passer du temps à l'extérieur. Ça devient jouer dans le corps, ça se joue dans la tête, ça se joue sur le moral. Et je pense que c'est un peu une addiction à bouger. C'est une très belle addiction. Oh oui. C'est difficile, par exemple, d'en arriver à ce que ça devienne addictif d'aller dehors. Là, les premiers temps, les premiers mois, même premières années, il y a un petit coup de pied dans le cul qu'il faut se donner. Ouais. Puis ça arrive quand même si ça fait plusieurs années qu'on court, là. Des fois, tu me le dis, ouais, je me suis botté le cul. Ah, ouais, hein? oui. Au final, ça fait tout le temps du bien. Tout le temps, il n'y a pas, écoute, j'allais dire, il n'y a pas une sortie. Très, très, très rares sont les fois où je me force à y aller puis je reviens malheureux, là.
C'est ça, que tu t'es forcé tout au long de ta sortie, Pas en tout. tu sais, c'est le début, là. Après ça, Ouais. t'es déclenché, puis c'est parti. Là. Tiens, oui, pourquoi j'ai douté donc? C'est le fun, ça Ouais. fait du bien, puis ouais. Puis après, c'est tellement, justement, zen, ça fait tellement de bien, là. Mais c'est ça, je pense que c'est d'apprendre à courir à un niveau qui est plus relaxant, justement, on en parlait tantôt, tu sais, si t'es tout le temps à côté, dans le fond, t'auras pas de fun, puis en plus, t'auras pas de progression. Fait que, tu sais, ça donne rien de courir trop vite. On en a parlé encore une fois avec Pat Godin. Il y a un état méditatif à la course. Le fait de créer une pause mentale volontairement va venir réaugmenter nos niveaux d'énergie, notre capacité de concentration, nos capacités de réflexion. Il y a plein d'idées qui émergent pendant la course. On a parlé dans ton solo, où tu as solutionné des problèmes souvent pendant une course ou par après, tu avais l'esprit suffisamment libre pour laisser émerger des idées. Et justement, j'en parlais cette semaine avec un collègue de travail où on a un travail qui est plus de réflexion analytique, puis on se disait, la job se passe pas de 8 à 5. Là. C'est pas vrai qu'à 5 heures, on ferme les livres comme quelqu'un qui fait un travail manuel dans une usine, par exemple, va dire, OK, ben c'est fini, j'ai punché, c'est fini, tu peux pas avancer ton travail. Versus un travail plus intellectuel où c'est difficile d'arrêter puis de faire une coupure. Puis c'est sain de le faire, la course m'aide à le faire, mais à l'inverse, comme tu dis, la course m'aide tellement à solutionner des problèmes comme ça, où c'est ce qu'on se disait, il y a des solutions à des problèmes du travail que je vais trouver dans ma douche, en marchant, ou en faisant complètement autre chose, où la créativité, justement, se met en branle. Mais dans la course, pour moi, c'est un moment privilégié pour le faire, puis je le force pas. C'est plus, est-ce que c'est justement la baisse du cortisol, la baisse du stress qui fait émerger des idées de la créativité? Mais c'est fou comment je deviens justement créatif ou je vais chercher une capacité à trouver des solutions à des problèmes qui me paraissaient impossibles à solutionner pendant une course. Et puis ça, je trouve ça tellement cool. Là. C'est comme, ouais, c'est facile, je vais faire ça. Puis 2 heures avant, j'étais submergé par ça. Je me disais, mais comment je vais prendre cette problématique-là? J'y arriverai jamais. Puis là, pouf, tout d'un coup, tout s'éclaire, les blocs se placent. C'est vraiment cool. Moi aussi, je vais faire un pont vers mon travail. Quand je tatoue, je sais pas, moi, j'ai une séance, ça fait 5 heures que je suis avec un client, donc j'ai pris le temps de réfléchir au départ à l'idée, au dessin, faire un montage. Des fois, il faut ajuster avec un tatouage déjà existant ou en camoufler un ou en améliorer un. Il peut se passer, avant que je commence à tatouer, il peut se passer 1h30 avant qu'on commence à piquer puis rentrer de l'angle dans la peau. Mais j'ai travaillé fort pendant cette heure et demie-là. Après ça, il y a beaucoup de concentration, il y a beaucoup de travail physique au niveau postural. J'ai vécu une chirurgie, mettons, l'an dernier où j'avais de la difficulté à travailler avec mon corps. Je pouvais pas tatouer. C'était impossible d'utiliser mes mains pour le faire. Ça demande tellement de stabilité. Donc, après 5 heures, quelqu'un va me dire, OK, ta journée a duré juste 5 heures. Non, je suis complètement vidée. La personne quitte et puis c'est spécial, là. Il y a comme une lourdeur qui tombe autant sur mon corps que dans mon esprit. J'ai un brouillard mental. Puis là, ça peut être le moment où faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie ou peu importe ce que j'ai d'autre à faire. Si j'ai pas de coupure ou que j'ai une activité physique où mon cerveau ne travaille pas du tout, puis où que je me laisse vider mon énergie que j'ai pu, bizarrement, je vais me remplir d'énergie puis je vais être capable d'aller chercher mes enfants puis après ça même d'aller faire une activité physique avec eux. L'activité mentale, ça, on le sait là, ça il y a quand même une exigence à être parent là. Mais si j'y vais immédiatement après une journée de travail, c'est vraiment pénible, c'est vraiment lourd, j'ai vraiment de la difficulté à augmenter mon énergie. Puis ça, on le sait pas tant qu'on l'expérimente pas. Ouais. Tu te dis hey, j'ai fini de travailler, je suis brûlée, je vais aller me reposer, je vais aller ouvrir la TV, écouter Netflix 1 heure. Ça fait juste nous rendre encore plus paf. Notre corps est fait pour bouger. Il y a tellement d'énergie dans notre corps, puis on la sous-utilise, puis on dirait que ça rend l'existence encore plus pénible que si on part dehors, puis on fait comme, OK, je donne tout ce que j'ai. Tu sais, ces journées-là, je pense que c'est là que ça serait le plus efficace de faire des intervalles, là, puis de revenir encore plus énergisé. Là. C'est pas vrai que tu vas être plus fatigué après une sortie de course. Là. C'est fou, hein? Ça fait comme pas de sens. C'est comme illogique de dire t'as pas d'énergie,
va faire du sport. Ouais. Mais si ça marche, Ouais. c'est la meilleure des choses, là. Ouais. Ou même dans des situations où ton corps est en douleur. Présentement, tu sais, c'est ça, je suis encore en train de survivre à une chirurgie et que j'ai des douleurs partout dans mon corps. Mais là, mon réflexe, c'est « Ah, on va aller marcher. Ça va faire du bien. » Puis effectivement, ça fait du bien. OK, des fois, il va y avoir d'autres sensations qui vont apparaître, mais le fait d'être allé bouger, ça désankylose. On dirait que ça l'oxygène. Ben, c'est ça. Clairement, ça l'oxygène, les muscles, les organes, tout le corps, le cerveau. Ça fait du bien au psychologique, ça fait du bien au mental. Fait que, il y en a qui vont dire « Ouais, mais je peux pas m'entraîner parce que j'ai mal. » Moi, je pense que les chances sont toutes là pour que ça fasse moins mal. Pas obligé de courir, là. Je le confirme, là. Ça fait 1 mois, là, que je marche de façon assidue, puis ça fait du bien à mon corps. Pas besoin d'être à la course, là. Bouger, juste bouger. Fait que le coureur zen, celui qui court pour le plaisir, c'est celui qui, justement, sort parce qu'il aime la course, puis ça lui procure quelque chose, puis ça amène, justement, tous les bénéfices puis le bien-être que tu viens de décrire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des journées où, effectivement, faut se botter le derrière pour y aller, mais le plus clair du temps, le coureur zen va dire « J'y vais parce que j'en ai besoin de courir ». Je pense qu'on peut passer d'un type de coureur à un autre, là. Il y en a qui vont commencer par être plus compétitifs, puis « Ah, tabarouette, je suis bon, crème, je vais faire des temps, puis à un moment donné, faire « OK, tu sais, je vais aller courir pour le fun, je vais aller courir avec des amis. Hey, c'est le fun, je suis partie d'un club de course, il y a un social qui se crée. » Puis à l'inverse, il y en a qui vont commencer juste pour le social, dire « Ah, je vais aller courir avec toi, mon ami, ça va être cool. » Puis finalement, « Hey, OK, je commence à aimer ça, faire des temps, puis ah ouais, OK, j'ai un bon temps, j'aurais pas cru. » Ou juste « Ah, ça existe, faire des temps, je vais l'essayer. » Puis on peut... Justement, un peu comme tu disais, t'es accro un peu à tes stats, mais en même temps, t'aimes vraiment courir pour le plaisir, puis juste la zénitude que ça te procure. C'est tout à fait sain d'avoir plusieurs personnalités de coureur, je pense. Ah ouais. T'es doublement de personnalité de coureur. Oui. Super. T'avais-tu une plug pour les auditeurs cette semaine? Oui, c'est une plug qui va avoir un suivi, par exemple, parce que au Marathon des couleurs, j'avais croisé un coureur que je connaissais pas, là. Puis, il y avait quelque chose sur le nez. Je me dis, qu'est-ce que t'as sur ton nez? Puis, il utilisait des bandes nasales. Il y a la marque Breathe Right qui en fait, entre autres. C'est un genre de tape que tu te mets sur le nez avec un... Je dirais pas un spring, là, mais tu sais, il y a une tension, finalement, dans la bande. Comme pour ceux qui veulent pas ronfler la nuit, là. Comme pour ça, exact, mais c'est les mêmes. Ça sert exactement à ça. Puis, qui ouvre, finalement, le nez. Puis, pourquoi tu mets ça? Ben, je respire, l'air rentre à plein, comme si je respirais par la bouche, juste parce que mes narines sont vraiment complètement ouvertes et ça fait vraiment une grande différence. Puis, j'en ai acheté cette semaine parce que je veux l'essayer. Je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça peut faire. Puis là, je me questionne. Là. Je verse-tu un petit peu dans le dopage parce que j'utilise quelque chose pour améliorer ma performance qui est extérieure à moi. Je me suis pas encore convaincu là où ça tombait, mais je suis vraiment curieux d'essayer. Puis je vais faire un tour là-dessus. Je pense qu'il y a pire comme dopage. Oh, il y a pire. Assurément. Je sais pas que c'est illégal, mais je viens altérer un petit peu mes performances avec une instance externe. Toi, as-tu quelque chose à plugger cette semaine? Eh oui, je vais plugger mes vêtements Firm Abs. Je suis partie là-dessus. Il y a des leggings, il y a des manches longues, des sans manches. J'ai même une petite veste. Ça fait quasiment en chic, mais pour vrai, c'est parfait pour aller à l'extérieur vu la composition du tissu. Que c'est assez dispendieux, mais c'est vraiment des vêtements de qualité. Puis c'est ce que je disais, j'étais allée au gym cette semaine, puis je me suis habillée comme ça. J'ai pas gossé avec mes vêtements pendant que je m'entraînais. Tu sais, mettons des leggings qui descendent ou chandail un peu trop lousse, là, c'était juste parfait. Fait que Firm Abs dans les notes d'épisode. Fait que sur ça, Coach Bill, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Ok, j'en sais quelque chose de peu au pire, on recommencera. On peut le retaper après, même. Aujourd'hui, on va des bloopers, ça va être parfait. Prends une photo. On n'a pas le temps. Okay. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée sur les types de coureurs.
perdu mon idée. Attends, j'ai une idée. Oui. Putain, je l'ai oublié. Merde. On va partir d'un trou de lapin.